A very warm Pacific greetings to you all. I want to thank you all for your generosity in giving up your time to join us today from wherever you are connecting from for this latest edition of the Pacific Data Talanoa series. My name is Sioeli Tonga. I'm the program manager for the Pacific Data Hub here at SPC, and I'm very delighted to welcome you all to this Talanoa. The Talanoa platform is unique to the Pacific. It is a word that has shared meaning across different cultures and languages in the Pacific. In Fiji, Samoa, and Tonga, it literally means to have a conversation. Figuratively, we use it as a platform for enabling conversation and inclusive dialogue. The Talanoa provides a safe space for people to meet and share their views and their perspectives. It's an inclusive space where voices, which may not normally be heard above others, are encouraged to speak out. In other parts of the Pacific, the Talanoa has a different name, but similar meaning. From our Melanesian Wontoks, we use tok story or storytelling, and this is highly relevant and appropriate for the topic of our Talanoa today, data visualization. The storytelling is not just done through the passing of oral traditions. We see it in our traditional song and dance, through body art and tattoos, the weaving of fine mats, and the patterns expressed in our carvings, and in the construction of ancient navigational sea charts. These are all forms of storytelling and visual expression that can hold deep meaning and often complex meaning to them. And these are widely understood by those that hold value in these media and the traditions behind them. Today is our second Pacific Talanoa event for the year. The Pacific Data Talanoa series is a platform we use for discussion on data-related themes that are important to our Blue Pacific. In previous sessions, we've talked about data in the time of COVID-19 and the challenges faced in sourcing timely and reliable data that is vital for developing responses for the evolving public health crisis, and the importance of data and evidence to inform social and economic recovery from the impacts of the global pandemic. In other sessions, we talked about the need for better data to support the growth of key sectors such as e-commerce, agriculture, and in particular the kava sector, but also the need for better data and evidence to inform a more resilient and inclusive food systems policy and action. And today, we're excited to convene for you a panel of fantastic speakers to talk about the power of data visualization. This is a topic that's very dear to us. The Pacific Data Hub team from SPC, together with our partners from the New Caledonian Government and the South Pacific Regional Environment Program, we've recently launched a data visualization competition. And we are encouraging data enthusiasts from all over the world to help us bring data to life, to tell us a story using data visualization. The competition was launched at the beginning of October and is open for submissions up until the 6th of November. The DataViz competition is a chance for us to promote the uptake and the use of data from this emerging ecosystem of open data portals from the Pacific. And we hope that today's Talanoa will inspire some of you to enter the competition. Again, I welcome you all to this Talanoa. I won't talk too much longer. We will hear from 4 wonderful speakers today who will each share with us something special from their work in data and using data visualization as a medium for breaking down and expressing or communicating complex ideas. We will have 10 minutes for discussion following each of the presentations. And because this is a Talanoa dialogue, I would encourage you to please engage with our speakers, but please save your questions for the discussion time. Feel free to write any questions you have in the chat, and we'll be watching that from the team here, or use the Zoom function to raise your hand if you wish to comment or ask questions during the discussion time. So before I hand you back over to Leo, to introduce our speakers, we would like to ask you, our audience, some questions. And this is on the Slido platform. You can either scan the QR code that's on your screen at the moment, or go to slido.com on your browser, on your favorite device, and enter the event code #DataViz. And while you're doing that, I will bring the questions up.
Merci beaucoup, CEO, pour cette belle introduction. Je vous invite tous maintenant à vous rendre sur Slido pour répondre à nos petites questions. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes connectées à travers le monde. Ça fait énormément plaisir, honnêtement. J'ai vu quelqu'un d'Hawaï, j'ai vu quelqu'un d'Amérique du Sud. C'est super chouette. Donc, la première question va justement tourner autour de cela. Donc, CEO, je te laisse le soin de partager cette question. Super. All right, I've just reshared my screen. I hope you can all see that. The first question we have is, where are you connecting from? Can you please tell us where in the world you're connecting from? And your responses should come up live as you submit them. So there are quite a few of us from New Caledonia. No surprise there. But it's great to see others from the Pacific as well. Vanuatu, Fiji, Honiara, Hawaii, Aotearoa. And we have a guest from Malta as well. Welcome, everyone. We've got folks from the UK, the US, Australia, New Zealand, Aotearoa, the Cook Islands in Kiribati, and Sweden. That's fantastic. It's great to see that so much interest in this event of ours from the Pacific and so many people from across the world connecting with us. That's fantastic. I will move on to the next question. To give our speakers a gauge of your understanding, the audience, of data visualization, we'd like to ask you, how would you rate yourself and your knowledge of data viz or data visualization? 1 being very little, I guess, and 5 being if you want to call yourself an expert. It's great to see we're rating ourselves as pretty average, I can see. Not too many experts. And that's fine. That's why we're here today, to listen to our panel of experts to talk to us about data visualization today. With that, I'll hand over back to you, Leo. Merci. Thank you. Merci, CEO. Merci à tous. Deux très bonnes questions pour nous mettre en jambe pour ce webinaire et ce DataVis Talanoa. C'est vraiment impressionnant de voir autant de monde connecté depuis un peu partout dans le monde, depuis l'Europe, depuis le Pacifique. J'ai vu aussi du monde d'Amérique. Donc c'est super et ça fait plaisir en tout cas pour l'équipe organisatrice. Et puis de voir aussi finalement qu'on a une audience aussi diversifiée. C'est quelque chose pour nous d'intéressant d'avoir cette information au début du webinaire du Talanoa, tout simplement pour voilà, donner un petit rappel à nos intervenants que nous n'avons pas que des data analysts ou des data scientists, mais nous avons aussi des personnes qui sont là pour découvrir, apprendre de nouvelles choses et qui finalement ne s'y connaissent pas vraiment, qui ont peut-être fait quelques visualisations sur Excel, mais en tout cas ne s'estiment pas experts sur le sujet. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'arriver à bien vulgariser chacun son sujet pour arriver à intéresser tout le monde, puisqu'on a une audience, en tout cas, très diverse. Et donc ça, c'est hyper intéressant et c'est aussi un beau challenge. Donc merci CEO pour cette introduction. Donc petit rappel juste pour l'agenda, pour être sûr que tout le monde ait bien compris comment cela va se dérouler. Donc on a 4 intervenants qui vont nous raconter des histoires, des belles histoires. J'ai eu la chance d'avoir de mon côté les présentations et aussi ces histoires un peu en prime time, puisque je serai donc le modérateur tout au long de ce webinaire. Je vous assure que ça va être très, très chouette. A priori, on a des belles présentations et surtout des histoires assez différentes l'une de l'autre. Donc, je vais vous laisser les découvrir un peu de temps après. Pour l'agenda concernant cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc à peu près 10 minutes de présentation par intervenant. Donc voilà, 10 minutes environ.
Ensuite, on a accordé 10 minutes de questions. Donc, ça laisse suffisamment de temps à chacun pour poser des questions. Et je vous le rappelle encore une fois, pour poser ces questions, soit vous mettez votre question directement sur le chat, soit vous levez la main virtuellement, en tout cas, comme on faisait avec nos professeurs à l'école. Voilà, donc ça, c'est le point important. Comme l'a rappelé CEO, on est sur un moment de partage et d'échange. C'est pour ça qu'on appelle ça un talanoa. Et donc, c'est vraiment important de ne pas hésiter à solliciter vos intervenants une fois qu'ils auront fini leur présentation. Par rapport à cet agenda, donc on aura les 2 premiers qui vont être Lucas. Donc Lucas qui nous vient d'Europe. Donc il est connecté aujourd'hui depuis l'Espagne. Donc je le remercie de faire cet effort et j'espère qu'il a pris beaucoup de café pour tenir tout au long de sa présentation. Certains diront qu'il serait sûrement plus éveillé encore s'il avait pris du café de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a bonne réputation ici dans le Pacifique, mais je ne veux pas donner de concurrence entre les pays. Donc, je vais laisser la présentation maintenant à Lucas. Lucas, c'est notre monsieur donné Covid. Donc, en effet, le Covid a aussi eu parfois un peu du bon dans son effet pervers et dans sa tragédie de manière générale. Du bon en tout cas pour la donnée puisque ça a notamment augmenté l'intérêt pour la visualisation de données et Lucas va nous en parler. Je pense qu'on a rarement vu autant de sollicitations pour récolter des données puisqu'on en avait besoin tout simplement. Donc Lucas, est-ce que tu m'entends? Okay, here I am. Sorry about that. Let's share screen now. Okay, here we go. Okay, yeah. Great, merci. Yeah, no problem. So first of all, thank you for everyone for joining. Thanks for the invitation. I'm glad to be here with you. And yeah, so my name is Lucas. I work at Our World in Data. I'm a data scientist. I've been mostly involved with the collection of COVID-19 data in the last year. It's been quite intense. Based in Barcelona, but currently in London. And my background is in electrical engineering. And I'm gonna give a bit of an overview of our mission and talk a bit about some examples on how we use visualization at Our World in Data, and just show these examples, and looking forward to your questions at the end. So yeah, our mission, so what we try to do at Our World in Data, we could summarize it as we do research and data to make progress against the world's largest problems. And there's 3 ways that we see we can achieve this. And there's the first one is to educating people, like what's even the largest problems in the world, how are they changing? We try to inspire people. Most people might not be aware of the progress that we've been making. So we believe that showing that there's been progress is crucial, so people are inspired to work and achieve more. And finally, we try to facilitate. And this is kind of what I'll be focusing on this talk. And when I say facilitate, I mean, there's a lot of a huge body of existing research out there. And we try to just get all this data and try to communicate the message in using visualizations. And this is a very hard problem because what we're trying to do sometimes is explain complex, relevant data to everyone, because we think that complex problems should be also should be explained, and people should be aware of them regardless of their complexity. And often there's a lot of barriers here, either because you have to pay for papers, because there's some jargon, the papers or the journals are very academic, and not everyone can understand those. Sometimes there's a lot of scattered data, so it's hard to find the data, or sometimes the data is even hidden somewhere in some API or URL on the internet that not everyone can access. So what we try to do, so here is an example of early in the pandemic. This is earlier in the pandemic, so things changed over time.
But on the left, you can see WHO was reporting data in a table, and we had to, in order to communicate this data, we had to manually import this data into our system so we could visualize it and people could access the data. There's here on the right, we have, I think this is Maldives. And on the bottom right, that's a video from the Philippines. These are, I don't want to point specific like countries because this was very much like happening all over the world. It was early times, and the data sometimes was communicated in 100-minute video, and it was hard to access the data. So our goal was to go from this into something that people could understand. And so there's a lot of time that we invest into building these charts. And basically, that's most of our work, I would say. First thing is like, what is even shown here, right? So we try to communicate this via the title, the subtitle. Like maybe you cannot see what's written, but I can share with you later if you want the chart. But basically, it's, how can we summarize what's going on in a clear way and not without taking the scene of the visualization, which is the most important thing here. Adding some caveats sometimes. Where's the data sourced from? When was it last updated? So there's a lot of things going on here, and we want to communicate this. Sometimes not everything fits in the chart, so there's other ways that we need to add this information. So there's this sources tab in this case, in this visualization, and there's other views. So there's multiple views that you can communicate what's going on. And for instance, in this case, in this example, we're communicating something via a map, but also via using line charts, right? So we have here the share of people who had completed the initial COVID-19 vaccination protocol. And you can get a comparison between countries. So here, you know, the color choice, there's a lot of things going on here. So early in the pandemic, we thought, we worked a lot into creating this tool where users could switch between different metrics. We call it the Data Explorer. And this has been very convenient for a lot of users. It's been also like a nice way to having in a single place a lot of different visualizations. And yeah, this is what we're working at the moment, like trying to improve this tool. It's an open source tool, so everyone is invited to use it. We're working into making it more user friendly, but it's free to use for everyone. So yeah, so these visualizations during the pandemic, we had to measure like if, you know, if there was power in these visualizations, if there was an impact going on. And here I'm going to show you just a rapid sequence of examples. And we found out New York Times was using our data, Financial Times was using our data for their COVID trackers, even Google. I was not aware, but one day I was checking something on Google and I was like, yo, this data is coming from us. And yeah, so there's a lot of responsibility into having this data correct and well communicated. Sometimes goes with, like, let's say downsides, like sometimes the data is miscommunicated, that can happen. And sometimes it happened in the past. This is an example of a newspaper mentioning cases without specifying that it was just talking about confirmed cases. Videos on YouTube, BBC, even the House of Commons in London apparently used our tools, the graphs to have discussions during the pandemic. Fact-checking, President of Brazil, this is Trump. This is a funny picture, I think. Then is also Biden, so apparently both of them used the visualization. So it's what we try to do, like have this common field of where people can discuss using data and our charts. And this is a professor. It's always nice to see professors using these kind of visualizations at unis. Yeah, just a final touch here on static charts. What I've shown so far are like charts that the user can interact with them, but sometimes we need to communicate something very specific.
something with a very concrete visualization style that may not be a simple line chart. And that's when we have to manually create a, let's say, a static chart, like something either with some dedicated software. So this is a world cartogram where the country size is not the land area, but population of the country. And yeah, these are comparison between different energy sources, whether they are safe, clean. I recently discovered here Isabel Buemke, who is a so-called influencer of nuclear energy, using our chart in a TED Talk. So it's nice to see that these charts have a really big power and to communicate a lot of things. And yeah, I think that's all. Hopefully I didn't run out of time and didn't speak too fast, but thanks. This is me, and feel free to reach me out anytime. And I'm open for, I guess, Q&A. And I think I shared all the time. Merci, Lucas. Yeah, sorry. Merci, Lucas. C'était très clair. Tu as tenu le temps imparti, 10 minutes tout pile. Donc, c'est parfait. Le premier challenge est remporté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les soumettre directement en levant la main ou à les poser sur le chat. Si vous n'avez pas de questions directement, moi, je vais me permettre de lancer le bal. Finalement, si j'ai bien compris, vous avez quand même récolté énormément de données, en tout cas sur le Covid. Je voulais savoir comment vous êtes organisé justement pour tracer cette donnée, être sûr qu'elle était de bonne origine, la formater. Finalement, comment vous avez réussi à créer un seul et même dataset à travers différentes données que vous avez récupérées à travers le monde? Yeah, sorry, I missed the first part because I was not translating, but just general thoughts on how the process was from source data to visualization. That's kind of the question. Je vais me répéter, pardon, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Ce que je voulais te demander, Lucas, c'est que vous avez récolté énormément de données justement pour le Covid, puisque vous avez fourni des données à différents journaux qui ont utilisé ces données, des journaux assez connus comme on a pu voir The Guardian, on a vu la House of Commons, etc. Moi, je voulais savoir tout simplement comment vous avez réussi à récolter autant de données et surtout tracer cette donnée pour qu'elle soit fiable, puisqu'on parle de données du Covid. Donc, on doit être, c'est une donnée assez sensible. Et donc, finalement, comment vous avez vérifié cette donnée? Comment vous l'avez récoltée à travers le monde? Yeah, thank you. Yeah, special mention here. We were sourcing a lot of data from Pacific community, actually. So thanks. It's nice to see many of you here. So yeah, yeah, I guess lack of sleep, that would be one of the first things. Like it's been like an intense year. There's not many of us that were directly involved with the data. There was, I'd say 4 at times, 3, 2, depended on the day. So we had to coordinate. There had to be always one person just in case something happened. The help from many users been incredible because it was like the data was very exposed to the public. So a lot of users would contribute, and the fact that the data set and the visualizations and everything was open source and everyone could access was crucial, I would say. So we could get help from a lot of people from the countries, that they would help us translate sometimes some paragraphs in some languages that we might not be able to translate. So people have been really helpful with that and really investing a lot of time into deciding which metrics, which variables we should report. Like few variables, but easy to understand and easy to collect was the key, I would say, because not always you can get a metric for all countries. So it's a hard process to see which metric you will be able to get from all the countries in the world. So that was a bit at the beginning hard, but with time it kind of stabilized.
Merci Lucas pour ta réponse. C'était très clair. J'ai vu que quelqu'un a demandé si on pouvait partager l'adresse web donc, du site. Donc, ça a été fait. Merci CEO. En fait, je vais me permettre de poser une autre question s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, ou en tout cas, si personne ne lève la main. C'est une question plus un peu curieuse qui peut-être pourrait intéresser des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine de la data aujourd'hui. J'ai vu qu'au départ, tu étais plus un diplômé en tout cas d'électrique et donc tu étais électricien ou en tout cas, j'ai pas tout suivi peut-être, mais je voulais savoir comment tu es passé finalement de cet intérêt en tant qu'électricien vers la donnée. C'est une transition pas forcément qu'on connaît bien. Donc, ça pourrait être aussi un exemple pour certaines personnes qui finalement ne se connaissent pas trop aujourd'hui en données et finalement qui peuvent facilement s'y mettre, en tout cas faire de belles visualisations de données, puisqu'aujourd'hui tu es data scientist maintenant. Yeah. So yeah, I would say like in the late years of university, I would be taking a lot of courses from computer science, so data related lectures, and that helped a lot. Yeah, just kind of direct my career into like a data career. And then also in my, I spend a lot of time contributing to open source projects on the web. So that's I think that's a very nice way of getting to know organizations, companies, and other professionals in whatever sector you're interested, and eventually contribute or join their team. So that's like how I joined my current organization. I would say like through the internet, contributing to their projects because it was open source. So can I read the questions and answer? Like, because I'm reading, but feel free to stop me or just moderate. Maybe better. I can Oui, do it. Okay. Lucas, je vais te poser les questions. Ça sera plus simple comme ça, mais tu peux y répondre directement. En effet, on a plus de questions maintenant. Merci en tout cas pour la première question qui nous vient de Suzanne. Donc, la question est la suivante. What data visualization projects are you currently working on? What I'm currently working on. So now I'm working on mostly demographics and population datasets. So recently the WHO released their population prospects from 2022. They usually report this data every 2 years, but last year they didn't report because of COVID. So it was interesting to see how the metrics have changed and how their forecasting of the next years have changed based on the number of fatalities from the last 2 years. So I've been mostly working on this kind of data, population and demographics. So we have an explorer for that, and I invite you to explore and eventually report if there's something that seems odd as well. Parfait, merci Lucas. On a une autre question qui nous vient de Sophia. Sophia demande, what tools do you use for data visualization? So yeah, I personally use Python language most of the time for my data wrangling and data visualization. But what we have at our World in Data, it's an in-house visualization tool, which is based on D3, which is this visualization library, and you can use for free, but we're currently making efforts so it is more accessible for everyone outside of our World in Data, because it's a bit now it's not yet prepared, I would say, for external usage, but you can go and use it if you have some coding skills. And maybe it's this one. Très bien, merci Lucas. On a de nouvelles questions encore. Alors, la troisième question nous vient de Megan qui demande « How is Howard in data funded ?» Yeah, sorry, can you repeat the question?
Megan. I can read. Okay, how is our vaulting data funded? So yeah, you can visit this on our site. Like you can visit. I'm going to share the link, but there's like several people funding. There's individuals funding. There's some foundations. Bill and Melinda Gates Foundation. Sometimes we've received grants from the World Health Organization and other foundations. So there's a wide variety here of individuals and philanthropy entities or foundations that fund our work. Merci Lucas. On a une autre question encore qui nous vient de Jack. What data software you mostly use for data analysis visualization? Python, definitely Python. So I'm not sure how many of you are familiar with Python, but it's a let's say code programming language, and it's quite versatile and can do a lot of things, like in terms of web development, or maybe not so much web, but a bit of web, or data processing, or access to APIs or websites, data downloading, like a lot of things. So I would say Python. And when it comes to visualization, also Python. But when I want to present something, let's say on our website, I might use like our internal tool, as I mentioned before, our vaulting data grapher. Très bien, merci Lucas. On a d'autres questions qui nous viennent encore, donc je vais essayer d'accorder peut-être 1 ou 2 minutes encore aux questions. Après, on devra passer à l'autre intervenant, mais c'est super de voir que tu as pu mobiliser autant d'interrogations. On a une autre question qui nous vient de Dilior, désolé si je ne prononce mal, qui dit « How many team members support, maintain your internal visualization tools ?» Can you say the name again? Sorry, I missed it. C'est Dilior Télé. Okay. How many team members support, maintain your internal visualization tools? So at our vaulting data, there's 25 of us. So most of us are full-time, but some are part-time. And there's a team of researchers who create the content and are the actual experts on the diverse topics that we touch. And there's the data team. That's the team I'm in. We mostly process data, make sure that the data is correct, and ran some analysis on it. And then there's the developer team, who are the main, let's say, responsible for the grapher tool. Très bien, merci Lucas. Enfin, on a une autre question qui nous vient de Nemani, qui n'a pas encore été, à laquelle on n'a pas encore répondu. La question est la suivante. There was a link in your slides to this tool which you said was free to use. Is this tool only for COVID data, or can we use it for other forms of data, such as room and bed numbers in certain areas? It definitely can be used for different topics, such as room and bed numbers in certain areas. I'm not sure I understand these room and bed numbers, but the tool I've shown, the grapher tool, that's something that we use for a lot of other things as well at our vaulting data. Like, as I was saying, the population and demography example, that would be like an example of it. I'm going to share a link now. Merci Lucas. Et enfin, une dernière question, Lucas, avant qu'on passe à l'autre intervenant. Une question qui vient de Mere. How do you choose the appropriate type of graph to use when visualizing a dataset? Yeah, that's a tricky one. There's sometimes not a single way to communicate what's going on, so we have to choose one of the options. But we try to use like simple charts that everyone can understand, line charts, maybe bar charts, sometimes a map. That's I would say the most common ones that
everyone can understand, but we are adding some additional ones. Marimekko chart, if anyone here is familiar with this, but there's like other type of charts, but might not be intuitive for everyone. So it's sometimes, trying what fits best for the topic. Merci beaucoup, Lucas. On va devoir passer maintenant à l'autre intervenant. Merci pour vos questions à toutes et tous. Donc, tu peux arrêter ton partage d'écran pour laisser la main ensuite à NASA. Donc, merci, Lucas, encore une fois. Yeah, just sorry, I'm not getting the translation. I'm just going to say thank you for your organizing and looking forward to listening to the rest of the. No problem, don't worry. OK, merci, Lucas. OK. Tu peux donc arrêter le partage d'écran. Okay, now I stop share. Awesome. Now I done. Thank you for the questions. Very interesting to read you. Merci, Lucas. Donc, comme le disait Lucas finalement dans sa présentation, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a pu voir un professeur montrer une visualisation de données. Donc, c'est important aussi de voir finalement dans le monde académique comment on peut utiliser la visualisation de données. Et j'ai l'honneur aujourd'hui aussi maintenant de transmettre la parole à Nasa Salmaoui, qui est professeur à l'Université de Calédonie, donc qui nous vient de notre propre territoire, à Nouméa. Donc Nasa, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu peux prendre la parole pour faire la suite, prendre la suite et faire ta présentation? Bonjour à tous, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien et je te laisse la parole. Merci Nasa. Ok, merci. Très bien, c'est bien. Ok. Alors, je vous dirais peut-être de passer. Donc, on fait comme ça. Merci Léo, merci pour cette invitation et merci à tout le monde d'être là. Donc, moi, je vais parler un petit peu des données, mais plutôt dans la partie comment faire parler les données quand elles sont massives, quand on parle de big data. Effectivement, c'est très difficile de les visualiser au départ comme ça. L'idée, c'est d'essayer d'extraire des connaissances de ces données, de les résumer et après les visualiser. Donc, moi, mon thème, donc je me présente, je suis Nasa Salmaoui, je suis data scientist, je travaille sur tout ce qui est analyse des données en général, donc des données qui peuvent être des données symboliques, des données d'images, etc. Et donc, j'ai développé pas mal de méthodologies en sciences des données. Donc, je vais vous parler un petit peu de 2 cas que j'ai développés, qu'on a développés dans notre laboratoire. Et avant tout, il faudrait que je donne quelques éléments, quelques terminologies qu'on utilise en sciences des données. On peut passer au deuxième slide. Alors, qu'est-ce que les sciences des données? Pour résumer un petit peu les choses, c'est donc à l'intersection de pas mal de domaines, mathématiques, informatique, statistiques, intelligence artificielle, les systèmes, etc. Les data science, ça permet effectivement d'analyser des données et de les résumer en connaissances. Alors en fait, dans les sciences des données, on ne parle pas que de la méthodologie qui permet d'analyser les données, on parle aussi de modélisation des données, mais on a en fait tout le continuum entre, à partir de la récolte des données jusqu'à la restitution des connaissances. Et on a ce qu'on appelle un processus d'extraction de connaissances, donc en anglais, Process of Knowledge Discovery in Database, et qui est un processus complet, plusieurs étapes, qui va de la préparation des données, de la récolte des données, préparation, formatage, les préparer, donc les résumer, et après les analyser pour en extraire des connaissances sous forme de modèles, et ensuite présenter ces connaissances, ces modèles, donc une visualisation derrière pour les experts des données pour qu'ils puissent les interpréter. Second slide, next slide. Donc, l'étape en fait importante dans laquelle moi j'ai
essentiellement travaillé, c'est la partie modélisation. Donc, on parle aussi de data mining ou fouille de données. Donc, on va aller fouiller les connaissances dans des grosses bases de données. On a plusieurs tâches, en fait. On a les modèles descriptifs, les modèles prédictifs. Donc, les modèles prédictifs, c'est les modèles qu'on entend actuellement issus de l'intelligence artificielle ou de machine learning. Donc, c'est tout ce qui est classification, régression. L'idée, c'est on a des facteurs et il y a un facteur cible qu'on essaye de prédire à partir des autres facteurs s'il y a une dépendance de ce facteur. Les modèles descriptifs, c'est les modèles où on n'a pas de facteur cible, on a des facteurs et on essaye de trouver des régularités, des tendances dans les données, de voir un petit peu est-ce qu'il y a des motifs de tendance qui permettent de décrire les données et de les résumer. Dans ces modèles, on trouve le clustering, c'est ce qu'on appelle nous, en français la classification automatique, les règles d'association, et on parle aussi de motifs locaux, c'est-à-dire dans les données massives, on ne va pas essayer de trouver des tendances globales parce que c'est très difficile, mais on va essayer de trouver des modèles, des petits modèles qui matchent sur des sous-ensembles des données. Et c'est ce qu'on appelle les motifs. Et on parle de motifs fréquents parce qu'en fait, on va chercher ceux qui apparaissent le plus souvent. Alors, des fois, effectivement, on peut aussi aller chercher des motifs qui sont très rares. Voilà. Et puis, une autre tâche de sciences des données, mais c'est une partie de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui concerne le deep learning. Donc là aussi, c'est des modèles qu'on utilise pour essayer d'analyser les données. Next slide. Donc, pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est qu'un motif, eh ben, un motif, c'est une description détaillée des régularités qu'on peut trouver dans les données ou des tendances qu'on peut trouver dans les données. Et là, on parle effectivement de modèles locaux. De modèles locaux parce que ces motifs, il y en a, on peut en extraire plusieurs, mais énormément, et qui permettent de décrire toujours des parties de données, mais pas toutes les données quand les données sont massives. Alors, je ne parlerai pas de la façon comment on extrait les données, mais il faut dire qu'il y a une façon stratégique et algorithmique, parce qu'il y a un problème de passage à l'échelle, puisque quand on a une grosse base de données, trouver un algorithme qui va trouver les modèles peut effectivement exploser en termes de temps de calcul et en termes de stockage d'informations ou de connaissances qu'on peut trouver. Alors, on est effectivement, on met des contraintes pour aller chercher que les motifs intéressants, que les tendances ou les modèles qui sont intéressants. Alors derrière, on a des mesures qui nous permettent effectivement de définir ce concept d'intérêt, de motifs intéressants dans les données. Et ça dépend effectivement de types de données qu'on a et de phénomènes qu'on essaye d'étudier. Donc, on parle effectivement de motifs ou de modèles contraints par cette mesure. Et une des mesures qu'on utilise le plus souvent, c'est la fréquence d'apparition dans les données de ce modèle. Next slide. Alors, moi, j'ai travaillé, en fait, suivant le type de données, vous pouvez décrire des modèles par des motifs de différents types. Donc, nous, on a travaillé effectivement sur des motifs qui permettent de décrire des tendances dans des phénomènes spatio-temporels. Avec la complexité qu'il peut y avoir ces phénomènes spatio-temporels, donc la plupart des applications que j'ai pu attaquer, c'est plutôt trouver des motifs ou des tendances qui puissent décrire des phénomènes environnementaux à partir d'images satellitaires. Donc, on a une série d'images satellitaires et l'idée, c'est de dire, si on a un phénomène qu'on veut suivre, quels sont les objets d'intérêt de ces phénomènes. Donc, on va d'abord détecter les objets d'intérêt de ce phénomène et ensuite, on essaye de les suivre à travers des images satellitaires qui sont dans le temps.
Donc, il y a la complexité de la donnée et en plus, on a la complexité spatiale et temporelle. Alors, pour pouvoir effectivement définir des tendances dans ces données-là qui permettent de décrire des phénomènes spatio-temporels à partir d'images satellitaires ou une série temporelle d'images satellitaires, et bien là, on utilise effectivement une théorie et des structures de données qui sont très, très utilisées en informatique, c'est les graphes. Parce que les données sont complexes, le problème à étudier est complexe, et pour pouvoir représenter des données qui ont 3 dimensions, qui ont la dimension de facteurs, la dimension de temporalité, la dimension de spatialité, eh bien, on a trouvé cette structure de données qui est intéressante pour représenter ces données. Et puis après, pour trouver des motifs, il faut analyser cette structure qu'on appelle les graphes. Next slide. Alors, pour donner juste une idée de ce que c'est que la théorie des graphes ou les graphes, eh ben, on prend un petit peu les réseaux sociaux comme exemple. Eh ben, les réseaux sociaux, si on prend les individus qui sont décrits par des caractéristiques, ça peut être leur loisir en sport, ça peut être qu'est-ce qu'ils aiment en cinéma, ça peut être… Donc ça, c'est des caractéristiques qui décrivent l'individu. Et puis, ces individus sont en relation entre eux par des amitiés, parce qu'ils ont quelque chose en commun, ils aiment les mêmes types de films, ils aiment, etc. Donc, ces données de réseaux sociaux, on peut pour les analyser, on peut les représenter par des graphes. Et un graphe, qu'est-ce que c'est? C'est la donnée ce qu'on appelle d'un sommet, d'un point. Le point, ça sera l'individu, décrit par des facteurs qu'on appelle attributs. Et puis, les individus sont liés entre eux par des relations d'amitié. Et ben, on met des arêtes ou des arcs entre ces individus. Et à partir de là, on étudie les évolutions de ce graphe, qui est un graphe énorme dans les réseaux sociaux, par exemple, et étudier en termes d'évolution des attributs, des caractéristiques qui décrivent les personnes, mais aussi les évolutions de structure de ce graphe, c'est-à-dire les liens, est-ce que ces liens changent, est-ce que ces liens augmentent, etc. Alors là, j'ai donné quelques exemples de données ou de problématiques dans lesquelles on peut représenter les données par des graphes, tels que par exemple les composantes chimiques, les interactions de gènes, les réseaux d'interaction de gènes ou les réseaux de transport, etc. Alors, nous, comment on utilise ces données dans le cas des images, des séries temporelles d'images satellitaires? Donc, next slide. On a donc un exemple ici des trois images datées avec des objets d'intérêt qu'on a effectivement détectés. La détection, ça peut passer par des méthodes de traitement d'images comme la segmentation, etc. Et puis, on fait le lien entre ces objets à travers ces images datées. C'est-à-dire, chaque objet d'intérêt est représenté par un sommet du graphe. Et puis, on regarde effectivement comment il va évoluer, quel est l'objet qui lui est associé dans l'image suivante. Donc, on voit le graphe à côté, à droite. Par exemple, la région verte, qu'on appelle l'objet 2 ou le nœud 2, il est décrit par des caractéristiques ABC. Le ABC, ça peut être la nature du sol, ça peut être l'indice de végétation, etc. Et bien, il évolue dans la date suivante, on a une autre région qui est la région 7, qui est maintenant décrite par les caractéristiques AC, etc., etc. Et à partir de là, décrire l'évolution d'un objet, c'est suivre le chemin que va emprunter cet objet dans son évolution. C'est-à-dire, l'objet 2, il s'est transformé dans l'année suivante ou la date suivante en objet 7, qui est transformé ensuite en objet 11, etc. Là, j'ai donné un exemple en bas d'images d'aquaculture. C'est des bassins d'aquaculture. C'est les mêmes bassins qui ont évolué dans le temps. Donc, on peut les représenter, chaque bassin est représenté par un nœud. Et quand les bassins sont adjacents, on met un lien entre les nœuds. Et chaque bassin est décrit par des caractéristiques. C'est
Est-ce qu'il y a existence de l'eau? Est-ce que c'est un bassin qui n'est pas actif? Est-ce qu'il y a de la mangrove dessus, etc. Donc, ça peut être des caractéristiques qui décrivent ce bassin et après, on essaye de voir qu'est-ce qui se passe quand les bassins qui évoluent, pourquoi il y a des bassins qui se divisent, quelle est la pratique en fait fermière des gens qui font de l'aquaculture. Next slide. Merci Nasa. Il nous reste environ 1 minute pour ta présentation. D'accord. Bon, ben, je vais aller plus vite. Donc, le premier étude qu'on a faite, c'est l'étude de le suivi de l'érosion. Donc, on a développé le processus complet d'extraction de connaissances que vous voyez ici, à partir de la préparation des données, extraction des connaissances, des motifs, jusqu'à la visualisation. Next slide. Pour donner un exemple. Next slide. On va sauter cette... on va passer peut-être à la dernière, next slide. Voilà, un exemple d'évolution de régions qui avaient des rougeurs très faibles, donc redness, qui ont évolué la date suivante en gardant toujours la même faiblesse de rougeur. Et puis ensuite, il y a des régions qui sont passées à une forte, on va dire, valeur de rougeur pour les objets ou pour les régions qui ont une pente qui est assez forte. Et après, dans la dernière date, ils sont devenus très rouges. Ça veut dire qu'il y a eu ici une érosion. La végétation a disparu au fur et à mesure dans le temps pour tous les objets ou toutes les régions qui ont une forte pente. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse effectivement les gens qui travaillent sur l'érosion. Next slide. La deuxième application sur laquelle on a travaillé, c'est d'essayer de comprendre les pratiques fermières dans un site où il y a une activité d'aquaculture. Donc, on voit ici, c'est au nord de l'Indonésie, et on voit ici que le site, il y a plein de bassins. Donc, nous, on a travaillé sur, next slide, on a travaillé à partir d'images satellitaires. On avait donc de 2000 à 2014, on a pratiquement 15 dates d'images satellitaires. Et on a modélisé les bassins par justement cette théorie des graphes qui nous ont permis, après analyse, next slide, de découvrir des connaissances. Next slide, pardon. Donc, on a développé le processus complet d'extraction de connaissances et on a, next slide, on a donc sur 4 dates, par exemple, on a remarqué qu'il y a des motifs qui reviennent souvent, qui sont récurrents dans le temps. Par exemple, là, ils apparaissent sur 4 dates, mais on les retrouve 2 années après sur 4 autres dates. C'est la division, en fait, des next slide. Next slide. Voilà, c'est pour zoomer un petit peu sur les bassins. On voit un peu que les bassins qui sont en rouge, c'est des bassins qui étaient actifs. Les bassins en bleu, c'est des bassins qui ont été abandonnés à cause d'une maladie. Et en fait, les fermiers, qu'est-ce qu'ils font pour contenir cette maladie? Ils divisent, ils subdivisent encore les bassins, mais au bout de quelques années, en fait, la maladie atteint quand même ces bassins et donc ils abandonnent ces bassins. Et en fait, on a remarqué que, next slide, dans cette région, en fait, Il va falloir bientôt conclure, Nasa. OK, comme la maladie a commencé au milieu, ben, elle s'est propagée et donc il y a eu des divisions et donc une extension vers l'extérieur, ce qu'on appelle la résilience. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Nasa. Désolée pour le temps. Ce n'est pas grave. C'est un bel exemple d'application, en tout cas, donc, de la théorie des graphes ici, avec un bel exemple de data visualisation sur la fin, notamment sur ces différents bassins. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Alors, on a une première question de Valérie. À partir de quel seuil parle-t-on de données massives? Ben, on parle de données massives quand on a des gigas de données et là actuellement on parle de Tera et plus. Voilà Valérie, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'on a d'autres questions?
directement dans le chat ou n'hésitez pas à lever votre main si vous souhaitez prendre la parole. Ne soyez pas timide. On a une question d'Adrien. Quel volume de travail ont été requis pour développer votre pipeline de préparation des données? Eh ben, plusieurs années, hein. On va dire que la première application sur l'érosion, c'était un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, sur 4 années. Et on a eu, pour développer ça, on a eu plusieurs moyens. Un doctorant donc, qui a travaillé sur 3 ans et 2 postdocs pour l'aider à développer effectivement, parce que quand on regarde le pipeline, donc le process, en fait, les étapes, il y a la préparation des données qui prend du temps, il y a le formatage des données, il y a la transformation de ces données en graphes. Et ensuite, on a les algorithmes qui ont été développés pour extraire donc, les motifs. Et après, il y a la visualisation. Effectivement, ça a pris 4 ans, 5 ans. Merci Nasa. Bravo, c'est un travail de titan, dit Adrien. On a une autre question qui nous vient de COLI. What tools do you use for analyzing large spatial data? Donc, nous, on utilise, alors pour la préparation des données, on a utilisé des méthodes qui existent, mais pas forcément des outils, mais des méthodologies, donc des codes comme la segmentation d'images. Il y a des méthodes pour segmenter des images qui existent. On a utilisé tout ce qui est SIG, avec envie pour pouvoir segmenter les images, mais à partir de la construction de graphes, donc c'est quelque chose qu'on a développé nous-mêmes. Donc on a fourni un code pour construire transformer les images en graphes, et puis la méthode qui va extraire des motifs, donc des tendances, ça c'est une nouvelle méthode qu'on a développée nous-mêmes. Et ça a été développé en C++. Merci Nasa. Merci pour ta présentation et merci pour ces questions. Je vais devoir avancer maintenant sur le prochain intervenant. Donc, merci beaucoup encore Nasa. Et puis on se revoit très bientôt aussi pour le Pacific Data Viz Challenge dans tous les cas. Voilà, merci à toi Nasa. Vous, est-ce que tu m'entends? Yes, I can hear you loud and clear. Ok, parfait. Alors, je remercie vous parce qu'elle est connectée aujourd'hui depuis l'Europe, depuis la Suède, et je pense qu'il est minuit passé maintenant. Donc, un grand bravo à elle qui tient bon et qui reste éveillée face à toutes ces présentations. En même temps, elles sont toutes très, très, très excitantes, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je la remercie en tout cas très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'être là aussi tard. Et puis, alors, une petite parenthèse pour Ruth, c'est que moi, je la connais depuis très longtemps, même si elle ne me connaît pas forcément, parce que peut-être que vous aurez reconnu son visage. Elle fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Elle a une chaîne avec plus de 100 000 abonnés où elle fait des vidéos, des tutos sur Power BI, un outil que j'utilise énormément. Donc voilà, c'est parfois ce moment gênant qu'on a dans la vie quand quelqu'un qu'on connaît très bien nous dit qu'il ne connaît pas. Ça a été notre première fois avec vous, mais en tout cas, ça n'arrivera plus, je l'espère. Vous, je te laisse partager ton écran. J'espère que cette fois, ça va marcher de ton côté. Est-ce que tu peux essayer de partager ton écran, s'il te plaît? Yes. Oh, success. Super, You ça see my fonctionne. screen? Ça fonctionne. Yeah. Est-ce que tu as, j'ai une petite précision Beautiful. d'un interprète, est-ce que tu as un casque ou des écouteurs pour qu'on puisse mieux t'entendre pour l'interprétation, s'il te plaît? Oh, I have a mic. Ok. You don't Ok, hear me well? elle a son propre micro. Est-ce que ce sera suffisant de votre côté, Christelle? No? Oui, c'est mieux avec ton micro, oui. Écoute, je pense qu'on t'entend Okay, assez I bien. have one. I thought that a mic was enough. Je pense qu'on t'entend assez bien. Est-ce que Christelle et Valérie, vous pouvez me dire si c'est bon de votre côté? That's always a problem. If I'm very close to my mic, do you hear me well? Non, on t'entend bien. Tu peux commencer ta présentation.
I will. I can hold it like a rock star. So, you hear me well? Voilà, c'est ça. Comme une Beautiful. chanteuse. Très bien. Tu peux y aller. Yes. Okay, cool. Hello, everyone. Very nice to be here. Not being hard at all to stay awake. Love the presentations. Thank you very much, everyone. So I'm going to give you some tips about data visualization. That's what my presentation is going to be about. So first question, do you own a fitness tracker? I can imagine that a lot of you do. They're very popular nowadays. I own one of these too. And I think they're very great for two things. One is obviously while you are doing fitness, while you are doing the sport. And the other one is all the data that you get afterwards, right? It's like a dream. You get tons and tons of data to play with. It's great if you have one of these too, and you enjoy doing data visualization. So what we're going to do today is on the first part of this presentation, I'm going to show you what Garmin presents and see if we can improve it a little bit with some data visualization techniques. And then on the second part, I will give you other tips that hopefully will help you improve your data visualization. Okay, so for those of you that do not have a watch, a Garmin watch, the data looks like this. We will see the data in detail, so don't worry too much about it. And the first tip that I always use when doing data visualization is after I've done everything, I always ask my data, so what? Like, does this make sense? Is it really telling a story? Is it meaningful? And we're going to put that so what test into practice with the Garmin data. So this is one day I went for a run, and you can see that I ran 5 kilometers. Doesn't say so much. Did I run more than ever, less than ever, average? We don't know, right? It took me 37 minutes to run 5 kilometers. If you're a runner, you probably know that that's probably not very good, but we still don't know if I normally run at that pace or not, right? We don't have any historical information to relate to. And we could do the same with all of the data that is displayed here. So this brings me to my second tip for data visualization, and is to add context. And we're going to put that into practice. So imagine if Garmin would give us the average distance on this page. So we would say, oh, Bruce, you run as normal. So you normally run 5 kilometers. You normally run 5 kilometers, so you did run 5, fine. And then we looked at the average time that I normally do. Let's say that is 28 minutes. And suddenly it says 37 minutes. So I ran the same distance as normal, 10 minutes slower. So probably I did not have a good day, right? But then we look at the altitude, and let's say that Garmin will give us the average altitude for our runs. And it says, okay, you normally run at the sea level, like 28 meters, but this day you have 200 meters. So you did like a mountain run, right? And then suddenly a run that looked bad was not that bad. So, you need to have a little bit of context in order to create a story around your data. Otherwise, it's very difficult to know, did I do a good run or not? Obviously, I know my data, I do the runs, I know historically more or less what I do, but nobody else will know if this was a good run or not. So it's quite important to have context to your data. Other tips that I can give you is to show trends as much as possible. I'm going to give you 2 examples. So if I tell you that on my website, I had a server connection of 0.4 seconds, you might say, hey, I know nothing about web servers. I don't know if this was good or bad, but what happens if I show you these, and especially that area? So you can see that historically on my website, I have like 0.1 seconds, and then suddenly jump to 0.4. This is actually true data. I called my web host and I said, hey, we have a problem, and they fixed it and went back down. I'm going to give you another example. Imagine that the page, this actually happened too. This is page load time, 40 seconds.
I was like, oh my God, 40 seconds to load one page. You probably know that that's not good, even if you know nothing about websites. But if I show you these, and then that's my 40 seconds, you're probably like, huh, you shouldn't call your web host, right? That was one time. It's also real data. I dig into the data and doing some segmentation about, continents and countries. I could see that that particular day, I had a lot of visits from places that do not have very good internet connection, and that's why it went up, right? So yeah, if you give a trend to your data, you will probably be able to tell the story better than just give a single number. Tip 4, select the right visuals whenever possible. This is a tough one because selecting the right visuals, you have to have a lot of things in mind. The audience, one, I mean, Lucas was talking about that too. Like, if you have data scientists as your audience, maybe you can go a little bit wild with your visuals. But if you have general public, you probably should tone it down just to make sure that people understand what you're saying. And tools, for example, that's another thing, that some tools allow you to do a lot of things. Some tools allow you to do less things. So you will be constrained about what you can do depending on your audience, depending on your tools, obviously your knowledge, what you're able to do. So try to find the right visual whenever possible. I'm going to give you 2 examples. This is a real life example of our business. And then you have competitors, and then they have performance index on selection, convenience, service. You will be able to tell me at some point where our business is best at, but it will take you some time to do it, right? What if I show you these? Isn't it easier to read? You can very, very quickly find where we're doing good and where our competitors are doing good. I mean, obviously there's nothing wrong with this visual, but it takes a lot of cognitive load to understand it. And depending on your audience, you might not want to do that. And here's another simple example. Who has the lowest scores? Obviously, you can read the numbers, but these is a lot easier to remember. We people forget numbers very easy. We have very difficulty to remember the actual number, but if it is a visual, it's a lot easier to understand. So try to pick the right visuals, the right color, the right formatting to convey your message better. Another tip, which is a bit odd, is try to think big when you're doing your visualization. So try to make your visualizations appealing, try to make them spacious, and try to make them planned. So here's an example of something that probably has been planned, but everything is crammed. There's too much information in one place, and you don't know where to put your eyes. There's no titles, there's no way to help you. Where do I start? Where do I end, right? Here's another example. This is visitors from a website. If you do a little bit of work, put some color, put some structure, put some notes, help the user visualize things and guide them with your eyes or with their eyes, you will be able to read the visualization better. So if you can make them a little bit beautiful, the better, right? And be creative. Don't hesitate to be creative, but this is our creative dog. Don't go overboard. I mean, it can go mad. You can do this with the right audience, but a lot of people will not be able to understand what you did. It looks pretty, you can hang it on the wall, but it will be very difficult to read. So these are my 6 tips for better data visualization. Did I do it on time? Oui, très bien, Ruth. Tu as parfaitement respecté le temps imparti. Je crois que tu avais prévu 7 minutes et tu es pile à temps, donc c'est parfait. Oh, perfect. Bon, bah, très bien, merci beaucoup pour ta présentation. Je crois que tout le monde a pris des notes. C'était hyper intéressant. Moi-même aussi, encore une fois, j'ai pris des notes. Donc, si vous avez des questions à lui poser directement, n'hésitez pas. J'ai vu dans le chat que des personnes
te regardent aussi, regardent tes vidéos. Je ne suis pas le seul, donc tu as aussi des abonnés, à mon avis, parmi l'audience. Est-ce que vous avez des questions pour vous? Or a latte fika also is good, Lucas. On a une première question qui nous vient d'Adrien Wous. Did you manage to consume Garmin API to do whatever you want on your data? Did you manage to consumer Garmin API? Oh, you know, the Garmin API, you have to actually register first. And then you have to have like a license to be able to use it. You have to tell them what you're using it for. So the easiest way to get Garmin data is to send it to Strava. And then from Strava, they have like an open API that you can get the data from. Parfait, Wous, merci. Je vois qu'on demande le lien de ta chaîne YouTube. Je pense que quelqu'un de mon équipe va le partager, pas de souci là-dessus. Oh, Alors, on a une autre question qui nous vient de Kim, qui te remercie pour tes vidéos. So, la question, c'est la suivante. Thank you very much, Ruth. I'm also a follower, especially for your DAX and Chartulator videos. Apart from Power BI to use for data visualization and analysis, which programming language do you recommend for aspiring BI analysts to learn? yes. I am actually learning Python at the moment, and I am absolutely loving it. I am learning Python for two reasons. I would like to learn a programming language. I come from the business side, like Lucas. I am a mechanical engineer. So I want to learn how to program. And then I think the Python library allows you to, is less restrictive than having commercial tools. So I want to be able to be more creative. So, Python, I think, is great. R is a really good language also for data visualization. So either of those would be great. Merci, Ruth. Je suis d'accord. J'apprends aussi Python de mon côté. On a une autre question qui nous vient de Nadia. Kiara, do you find that there is only focus on presenting, conveying information through graphs or diagrams, or not more on how the audience responds, react to them? And not much. Oh, so more focus on the graphs than actually what people say about the graphs, or how they actually. Alors, tu as la question directement dans le chat. Do you find that there is only focus on presenting, conveying information through graphs or diagrams and not much how the audience? I'm not sure. I mean, it depends on who is presenting them. There are, you know, presenting data in a beautiful way always attracts people, you know. So if you are trying to build a follower, for example, on social media, it's an excellent way to do it. But obviously you have like our Walling data that they are presenting the graphs with an intent of conveying information and conveying data. So I think it depends on who is doing it. It might do it also to create a portfolio, which I think is a perfect way to do it. So it depends on what your intention is, that you might find that is just for the graph. But there are a lot of organizations doing serious work with data visualization, I would say. Hope I answer your question. Merci, Wous. Je pense que oui, puisque c'est bon pour la réponse. Voilà. Elle te remercie chaleureusement. On a une question qui nous vient de NASA, et ensuite je vais laisser la parole à CEO qui a levé la main. Donc, comment choisir ce qui est intéressant à visualiser dans les données? Qu'utilisez-vous comme méthode? Yes, so it depends on who your audience is. I think finding who your audience is always number one. Because if you are, for example, presenting to management, they just want to have summaries. But if you are presenting to the product team, maybe they want to go into the nitty and gritty of your data. So you have to know who you're talking to. And then it's very good to ask them questions like, how are you visualizing your data today?
because they're already doing it somehow, maybe through Excel or other tools. So you can find a lot of information just by seeing what they are doing. And then you can just probe them, you know, like create things and see what questions they ask you. So there are different ways to do it, but always staying in touch with the audience, I would say, is the best way for sure. Merci Bruce. Je vais laisser la parole à Sio qui voulait poser une question. Sure. Thank you, Ruth. And I think you've kind of answered my question already. I was going to ask, how do you measure the impact or the effectiveness of your data visualization project? And I guess the question for the other speakers as well, what tools or metrics do you use to measure effectiveness? And then what do you do with that to do continual improvement of data products that you've already produced? Yeah. So I think it depends on where you're sharing the data. For example, if you're sharing through a platform like Power BI platform, you have actually metrics. You can turn on logs. It will tell you who is looking at what, how long are they staying, how often they come back. So they can tell you very, very well how effective your data visualization is. If you're doing it on social media, I guess it's the typical engagement metrics, you know, the likes, the shares, and also the conversation, you know, the comments, what are people saying about your visualization? So it would depend where you're sharing it, that you will have different methods to do it, to track the engagement, but always asking people to, what do you think? I think is the most powerful way to know, to truly know, am I doing this right? Merci, Ruth. Sorry, just a brief comment on what Ruth said. Can I just say one thing? Yeah. Just agree with what Ruth Sure. said about talking with people. I think I totally agree with that. Like we do it constantly, trying to understand how people perceive our visualizations, because sometimes it's hard for us to have a fresh view, a fresh look at our charts. And it's sometimes amazing to see how people interact with our charts in ways that we didn't expect. So I think talking to people, as Ruth said, is quite important. Merci Lucas pour ton commentaire. J'essaie de répondre et en tout cas de poser toutes les questions qu'il y a dans le chat. Donc on a une autre question de Sophia. How are you learning Python? Any tips on YouTube? You're on Tu es mute. mute, Ruth. It's okay. Oh, there. Yeah, now you hear me. Yeah, sorry. Yeah, so I was saying that I'm a learning by doing person. I'm not very good at taking courses. I get bored easily. So I take a challenge and I say, I want to do this. I want to do this in Python, either a visualization, or I want to grab data from the web and put it in Power BI, or, you know, something small. And then I try to do it and I learn how to do it. And on the side, I take a course. So there is a lady called Sokratas, I think, on YouTube, that she's fantastic. I mean, she has a very cool sense of humor, and she has a very light way to explain it. So I take, like, I don't know, 1 or 2 videos, like a day, and then I continue with my project. So I prefer to do projects than courses, if it makes sense. But you still need to learn the basics, right? So you still have to put some time into the theory and the tuples and the sets and all that stuff. So, yeah. Merci Ruth. On a une autre question qui nous vient donc d'Aurélien, qui est la suivante. De tout temps, travailler dans les statistiques nécessite d'avoir des données austères. Croyez-vous qu'il est difficile de changer les mentalités? Sacrée question. Yes, good question. I think, you know, there's always something interesting in data, and there is
there's actually a company called Visual Capitalist that do a lot of visualizations on quite the right topics, and they do it very well. You can search them on Twitter. They're quite big. And we have, Lucas from our Walling Data, you do all types of data that could be dry. I would be interested to see what Lucas thinks about, making it. How do you guys make it appealing to the wide audience? Yeah, that's a tricky one. But you mentioned Visual Capitalist, and yeah, they do amazing job. And sometimes they take data from us and they do their own interpretation and communicate it in a different way, and they do a very nice job. But us is sometimes hard, and that's when researchers open some Adobe program and just start creating something very custom. So something that just probably more design than code is involved sometimes. So yeah, it depends. Because we have bad charts as well. Sometimes things go wrong as well. Hopefully we answered. Merci pour vos réponses, Lucas Sanvus. Malheureusement, je vais devoir avancer sur notre agenda. Allez, une dernière question de NASA, et puis après, on va passer à la présentation d'Adrien. NASA qui demande, est-ce que vous avez des moyens de vérifier la qualité des données avant leur visualisation? Oh, I will always say, you always have experts on, or either you have them in-house in your company or you have experts somewhere else. You should definitely talk to them if you feel unsure if your data is correct. If you are talking about within a company, go and talk to the people that owns the product or owns the business segment and ask them, is this sound and safe? I mean, are we doing the right thing? Does the data make sense? Because from an analyst perspective, sometimes it's very difficult to validate that the data and the analysis is correct. And it's easy to make it wrong without actually wanting to do it. So talk definitely to the people that you're presenting it to, or the experts if you can. Merci, Bous. Je vais devoir m'arrêter là, malheureusement, pour les questions. J'aimerais que ça dure plus longtemps, mais on va manquer de temps après. Est-ce que tu peux arrêter ta présentation pour ensuite laisser la main maintenant à Adrien? Merci beaucoup, Bous. Adrien, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux prendre la main sur ta présentation, s'il te plaît? Adrien? Je ne t'entends pas bien pour l'instant, Adrien. Je ne t'entends toujours pas. Est-ce que tu as bien branché ton micro? Oui, Voilà, je suis de retour. c'est bon, Voilà. on t'entend. Je te laisse te présenter rapidement et puis tu peux prendre la main sur ta présentation. Merci, Adrien. Voilà. Donc je partage la présentation. Est-ce que vous la voyez bien? Parfaitement. C'est tout bon. Ok. Tu peux la mettre plutôt en grand écran si tu peux. Ouais. Voilà, c'est en cours. Elle est en train d'arriver. Est-ce que ça tout s'affiche bien? C'est tout bon, Adrien, tu peux commencer. Ok, très bien. Donc bonjour, donc je m'appelle Adrien, je travaille à l'OPT et au sein d'un bureau qui est très transverse. À l'OPT, on voit différentes données de différentes natures et nos missions principales, ce sont de faire collaborer ces données entre elles, de les partager, de veiller sur la qualité, ce genre de choses. Aujourd'hui, le storytelling va s'articuler autour d'une histoire. Tout a commencé avec un incident sur un domaine de données particulier et qui a eu certaines conséquences. Et ensuite, c'est la partie humaine qui va primer, c'est-à-dire une attitude kaizen, c'est-à-dire tourner vers l'amélioration continue par petits pas, mais dans l'endurance. Ensuite, disposer d'une vision claire, vraiment très claire, extrêmement cadrée, et ensuite passer à l'innovation, puis la data science, qui va être plus notre sujet du jour, et ensuite, finalement, à l'art.
Donc, on part de quelque chose d'assez négatif au final, et comment on a transformé ça en quelque chose d'agréable et d'inspirant. Donc, je vais parler d'un domaine un petit peu qui peut sembler un peu rébarbatif, un petit peu hardcore au niveau du digital, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les services sur le web passent par des noms de domaine. Il n'y a aucun service qui n'est accessible sans passer par un nom de domaine. Donc, on voit bien que c'est le talon d'Achille, quelque part, de tout service qui existe sur le web. La digitalisation, donc aujourd'hui, voilà, un schéma tout simple. Voilà, donc on a un utilisateur, il va sur le web et il cherche google.com, facebook.com, Gmail, Twitter, on arrête à longueur de journée, on demande ce genre de service, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on va passer par un nom de domaine qui va s'appuyer sur des briques plus ou moins techniques. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et l'importance capitale de bien gérer cette donnée-là et les conséquences que ça a. Donc, quand un nom de domaine disparaît, quand un nom de domaine expire, ce qui nous est arrivé une fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tout simplement, on disparaît du web. On n'est plus accessible. Donc, pour commencer, ça donne une mauvaise image, puisqu'on n'est plus trouvable. Évidemment, on est sur les réseaux sociaux, donc on peut dire, regardez, ils font des screenshots, le service est down, ça on en voit plein sur Twitter, il y a des gens qui vont s'amuser à faire des mèmes ou des vidéos, ce genre de choses. Après, plus concrètement, on va avoir un impact sur le marketing, qui sont là pour vendre des produits et des solutions, et si un site est régulièrement offline, ça va avoir un impact très défavorable sur les opportunités financières, par exemple. Pardon. Oui. Donc, le deuxième impact, ça va être l'image sur les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir peut-être des trolls ou des gens qui vont faire des mèmes pour faire des blagounettes sur la perte de disponibilité du service. Ensuite, l'impact sur le marketing, ça veut dire moins bonne visibilité pour les produits qui sont placés sur le web. Et donc, après, on arrive sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on perd des transactions, certaines pour toujours. Il y a des événements qu'on fait à un instant donné et qu'on ne refera pas plus tard. Donc, ça veut dire de la perte d'argent. Également, sur nos sites web, il se peut qu'on ait des publicités payées, donc qui sont source de revenus. Eh bien, quand ces publicités ne sont pas vues, on perd de l'argent pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière sur ce genre de transaction. Et pour finir, si on a développé une économie digitale, on a des partenaires qui vont venir s'appuyer sur nos services. Et quand ils sont injoignables, eh bien, ces partenaires aussi perdent du service et donc des transactions et donc de l'argent ou de l'image ou de la réputation. Donc, comment avancer efficacement sur ce genre de problématique et qu'est-ce qu'on a déroulé comme processus? Tout d'abord, avoir un but. Un but, et là, il faut vraiment être extrêmement précis. Le but, il tient en une phrase. Le but, c'est on ne veut plus jamais que ça se reproduise. Plus jamais ça. Donc, plus jamais ça, ça fait 3 mots. Voilà, ça, c'est un objectif bien posé. Ensuite, la partie humaine, immédiatement après. Généralement, dans l'IT, on ne travaille pas seul au fond de son garage. On travaille avec beaucoup de gens, parfois éclatés sur Terre, un peu partout, dans plusieurs time zones, par exemple, et avec plusieurs types de profils. Ensuite, on va investir du temps. Parfois, des gens vont investir du temps gratuitement sur leurs loisirs, sur les week-ends. Et il va falloir être capable de prouver le rapport entre un effort qui va être minime et un retour sur investissement qui va être important, voire très important. Une fois qu'on a ces fondamentaux, on peut passer à la partie un petit peu plus technique sur laquelle mes prédécesseurs sont abondamment revenus, c'est est-ce que la data est disponible? Alors la data disponible, des fois c'est dans des vidéos, des fois c'est dans des PDF, des fois c'est dans des fichiers Excel, des fois c'est dans des images. Donc malheureusement, tout n'est pas toujours interopérable. Mais pour autant, si elles sont disponibles, la question d'après, c'est est-ce qu'elles sont de qualité? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Et ensuite, donc chaque étape est bloquante, c'est est-ce que ces données sont interopérables? C'est-à-dire, est-ce que tout un chacun peut venir les utiliser facilement avec, par exemple, un script Python, mais pas avec 1 an de travail, avec 2 lignes de code, comment récupérer ces données? Si vous atteignez ce stade-là, alors après, c'est la porte ouverte et les choses s'accélèrent et elles s'accélèrent très fortement. Donc on peut commencer par la data vise.
La data vise, l'avantage, c'est que généralement, c'est très impactant, c'est très engageant, et les gens vont avoir quelque chose à regarder et ils vont s'interroger. Si vous faites bien votre travail, les gens vont commencer à générer des questions. Et là, une conversation va se mettre en œuvre et on va pouvoir avancer dans l'analyse. Et tout de suite après, qui dit partage, dit feedback. Et là, j'insiste, les feedbacks, c'est vraiment extrêmement important puisque c'est grâce au feedback que vous allez pouvoir enclencher une boucle d'amélioration continue. Et au final, atteindre le niveau de l'intelligence, c'est-à-dire générer de nouveaux types d'informations et de nouveaux niveaux de connaissances. L'historique avec une timeline et les talents qu'on a réussi à engager au cours de ce processus. Donc sur la partie gauche de la timeline, vous voyez qu'on a eu un incident, donc une perte de service, quelque chose qui est assez négatif. Tout de suite après, on a dit plus jamais ça. Et là, on a mis les Java programmers, ça aurait pu être des Python programmers, nous on a des compétences en Java, pour produire des éléments logiciels, les uns après les autres, qui vont nous permettre d'aboutir petit à petit, sur le long du chemin, à des niveaux de connaissances et de niveaux de compétences différents qui nous permettent de monter à l'échelle, et parfois même, et ça c'est une histoire vraie, bénéficier de gens qui vont venir contribuer avec leurs compétences par passion, parce qu'ils croient en ce que vous faites, parce qu'ils ont envie d'exercer leur talent et montrer leurs compétences. Donc concrètement, on a mis ces données disponibles qui n'étaient pas initialement interopérables. Et la première réaction, ça a été par une contribution de faire un site web d'un autre format qui nous dit, comme pour une réservation d'avion, eh bien voilà, votre site va expirer bientôt, et avec une timeline qui vous représente ces données de manière inspirante et directe. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou d'être thésard pour comprendre qu'un an, sur la timeline, on est bien, mais que si jamais on s'était rapproché, par exemple, à une semaine, on aurait eu un petit badge qui commençait à virer à l'orange pour après, espérons-le, ne jamais passer au rouge, qui est synonyme de perte de service. En termes de visualisation de données, il y a d'autres façons de voir qui sont très communes. En fait, quand vous utilisez une application mobile, c'est une visualisation de données. Donc là, ça a été un contributeur en Open Innovation qui a découvert ces données-là. Il a découvert qu'elles étaient hautement interopérables. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais faire une application mobile de mon propre chef. Et je vais rajouter une fonctionnalité qui fait que quand je gère mon site web, par exemple, je vais me rajouter une alerte pour me dire, attention, dans 2 semaines, ça va expirer. Et l'astuce qu'a eu ce développeur, à laquelle nous-mêmes, nous n'avions pas pensé, c'est de rajouter une alerte dans son calendrier. Et donc, son calendrier, s'il est sur iCloud, Gmail ou autre, tout va se faire de manière automatique dans son cloud. Donc ça, c'est une autre approche d'interopérabilité et de visualisation de données assez conventionnelle, mais qui dérive de l'interopérabilité et de la qualité. Maintenant, on va arriver sur un domaine un petit peu plus conventionnel. Donc voilà, les données, c'est un tableau. Pour ceux qui connaissent, ça peut être un tableau Excel, peu importe. En tout cas, elles sont bien rangées et on respecte des standards internationaux qui fait que quand on estampille, par exemple, RFC 4180, qui a l'air barbare, eh bien, les développeurs savent qu'ils n'auront pas beaucoup de travail à faire, qu'en 2 lignes de code, ils vont avoir les données disponibles. Également, que les données sont disponibles, ça veut dire qu'on peut y accéder facilement à des versions, par exemple, et donc là, elles sont partagées sur GitHub. Donc, c'est extrêmement facile à utiliser, c'est indexé. Et une des petites astuces également, c'est de toujours penser aux autres. Donc, c'est une espèce d'altruisme envers les données des autres, de se dire, moi, j'ai un jeu de données, mais je ne suis pas seul au monde, je ne suis pas isolé. Donc, par exemple, je vais rajouter une clé qui va permettre à d'autres de venir se rattacher ou moi-même de venir récupérer les données des autres pour toujours avancer davantage dans des niveaux d'abstraction et pour produire de nouveaux visuels, de nouvelles analyses. Ensuite, petit conseil sur la partie plutôt émotionnelle, c'est que vos données, il faut les aimer, il faut les bichonner, il faut qu'elles soient propres, il faut qu'elles soient faciles, il faut inspirer les gens, et quand les gens sont inspirés, ils vont venir pouvoir dérouler des processus d'innovation dessus.
Donc, on a utilisé Adrien, Python. excuse-moi Adrien, je me permets de te couper. Il va te rester environ 2 minutes. Je pense que le plus intéressant, c'est que tu passes à la partie artistique de ton travail sur la fin, plutôt que les graphes dont tu vas parler sur la suite, si C'est ça te parti. va. Parfait. Je pense que c'est vraiment la partie la plus intéressante à la fin qui, à mon avis, C'est fera parfait. sensation. Oui. Donc, on a modélisé les données sous forme de graphes, comme les mêmes technologies présentées précédemment. Et il faut savoir que en fait, la donnée peut décrire la donnée de manière originale et donc sous forme de graphe. Et donc, pour cela, on a voulu, par exemple, voir à quoi ressemblait la communauté des noms de domaine autour de l'OPTNC. Donc, on arrive à des choses qui sont assez belles et assez intuitives quand on navigue dedans. Et puis ensuite, on a décidé de pousser l'exercice toujours plus loin et passer au mode artistique, effectivement. Donc, il y a des outils qui existent, tels que Gephi, ici, qui permet de faire des dessins, d'utiliser des métriques du graphe pour jouer sur des couleurs, sur des épaisseurs de traits, sur des tailles de bulles, sur tout un tas de paramètres, qui fait que physiquement, on ressent les métriques des données pour exprimer quelque chose. Donc, ce n'est pas uniquement beau, ça exprime quelque chose. Donc ici, par exemple, ça ressemble à une galaxie. Donc, il y a des planètes en périphérie qui ne sont pas tellement reliées, qui sont un petit peu stand-alone. Et au milieu de la galaxie, on a des gros nœuds avec des providers Internet, ce genre de choses. Et on peut naviguer dedans de manière interactive ou juste esthétique. On peut mettre ça sur un mur. Ça se fait très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire dans pas longtemps. Également, on peut physiquement rentrer dans les données. Et donc là, c'est une expérience qu'on utilise, puisque nos données sont interopérables. On va rentrer vraiment dans nos propres données. Donc, si on avait un casque, on pourrait les avoir autour de nous. Là, c'est une représentation sur un écran. Et donc, on zoome dans cette galaxie et on vient se balader entre les nœuds, découvrir leurs relations. Et vraiment, on fait un deep dive dedans et on peut se balader à gauche, à droite, de manière tout à fait interactive avec juste un écran et une souris. Voilà le genre de visualisation auquel on peut accéder pour peu qu'on ait des données qui soient bien propres et bien rangées. En termes de stack, donc après, généralement dans l'IT, on aime bien mettre des stacks. Donc, ça fait appel à énormément de compétences, toutes complémentaires les unes des autres, chacun avec ses spécificités. Et donc, on voit bien que c'est un sport d'équipe. Voilà, pour finir, une dernière visualisation, toujours de ces données-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est super esthétique. Et je pense que prochainement, on investira dans un poster au sein du bureau. Merci beaucoup Adrien, c'était hyper intéressant et je pense que la visualisation de données à la fin, qui est plus proche de l'art finalement, est très intéressante et montre à quel point ça peut être très diversifié, la visualisation de données, et qu'on peut utiliser plusieurs outils, en tout cas, pour faire beaucoup de choses là-dessus. Donc merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions directement dans le chat que vous voulez excusez-moi, que vous voulez poser à Adrien? Ou est-ce que vous voulez prendre la parole directement? N'hésitez pas, ne soyez pas timide, aucun souci là-dessus. Il nous reste environ 4-5 minutes pour les questions. Vous avez des commentaires très positifs, Adrien, sur votre DataVis. Oui, on y a pensé. Donc, pas plus de questions dans le chat. Je pense qu'ils sont tous bouche bée, tout simplement. Ah si, peut-être une question de NASA. As-tu essayé de réduire le graphe pour n'afficher que les choses intéressantes? Oui, bien sûr. On a essayé, il y en a réussi. Il y a tout un travail de filtrage, mais ça dépend de l'objectif de discours qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc on revient, c'est le cadrage. À quelle question on veut répondre et le public. Merci. On a une autre question de Lucas qui demande: Is the visualization tool online and available for the general public to use? Le 3D?
Alors, je pense qu'il parlait du 3D, oui. Voilà, c'est GraphXR. Ok, parfait. Merci beaucoup, Adrien, en tout cas, pour cette présentation. On va maintenant laisser la parole à Wissy. Donc, tu peux arrêter ton partage de connexion. Et encore une fois, merci beaucoup, Adrien. C'était assez impressionnant ce que vous avez pu faire avec ce dataset. Donc, Wissy, tu peux prendre la Bon, main sur la présentation. vous m'entendez? Je t'entends très bien. C'est parfait. Ok, Donc, c'est bon. Wissy, qui nous vient du gouvernement et qui va simplement nous faire une petite conclusion de ce Talanoa en nous rappelant les idées principales qui en sont ressorties. Merci, Wissy. Et bonjour à tous. Donc, je suis responsable de la l'ADN au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge notamment de la plateforme Open Data, data.gouv.nc. Donc, je voudrais déjà... Oui. Il est branché, vous m'entendez mieux là? Mince. J'essaye de peut-être le tenir un peu plus près. Ok. Donc, je voulais déjà remercier nos 4 orateurs ce matin. Déjà, Lucas qui nous a montré l'importance de la data et de sa mise en valeur, notamment dans le cadre de la crise Covid-19. Il nous a expliqué, Lucas, comment son équipe travaille à la démocratisation des données pour nous offrir des visualisations plus facilement compréhensibles, pour simplifier notre compréhension du monde et pourquoi pas tenter d'améliorer notre monde. Alors, merci également à NASA qui nous a présenté des éléments très, très intéressants des sciences des données, qui est un vaste sujet très, très pointu, qui mériterait, je pense, des heures et des heures de présentation. On a pu découvrir justement quelques exemples de visualisation de données très spécifiques à travers la théorie des graphes, qui permettent notamment de décrire des phénomènes spatio-temporels à partir d'images satellites. Merci également à Rousse qui nous a présenté 6 super tips pour créer des data viz. Et Adrien, enfin, qui nous a montré comment la data en interne de son administration permettait de gérer et corriger des incidents pour trouver des solutions viables pour ne pas reproduire ces incidents et au final arriver à innover avec ces données pour arriver à en faire quelque chose de à la fois facilement compréhensible et jusqu'à devenir de l'art. Donc, tout ça pour dire à la fin que pour que ces données, enfin pour que tous ces gens puissent faire des data viz, il faut, comme vous le savez tous, de la data. Et nous, en tant qu'administration du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous souhaitons vraiment inciter toutes les administrations, peut-être ceux qui sont là en train de nous écouter, à continuer à partager des données. Parce que justement, toutes ces données-là, nous ne sommes pas forcément en mesure nous-mêmes de les exploiter. Nous n'avons pas forcément la compétence, les moyens techniques ou les ressources et même les bonnes idées qui peuvent émerger de toute la population. Donc, j'incite vraiment toutes nos administrations à continuer à partager nos données en open data. Et je me permets de boucler sur ce que Sio, mon homologue de la CPS, a évoqué au tout début dans l'introduction. Donc, nous organisons ce Pacific Data Viz Challenge qui a été lancé depuis le 1er octobre 2022 jusqu'au 6 novembre 2022. Nous vous incitons, alors je vais vous partager tout de suite le lien du site web. Nous vous incitons à tous les passionnés de la donnée de participer à ce Data Viz Challenge pour faire parler des données du Pacifique, de nos administrations calédoniennes et de toute la région Pacifique, pour nous montrer des nouveaux éclairages sur nos propres données et aussi faire grandir cette communauté, c'est-à-dire qu'avec toutes ces personnes qui vont utiliser la donnée, ça va aussi montrer que c'est un intérêt pour nous, administration, de continuer à partager de la donnée. Et tous ensemble, je pense que nous pouvons contribuer à améliorer ce cercle, enrichir ce cercle vertueux de la donnée au fil de l'eau. Et donc, je vous invite à participer au challenge, sachant qu'il y aura Rousse, notre expert Power BI, et NASA qui a fait cette présentation aussi ce matin. Parmi nos juges, on a 7 juges internationaux qui vont pouvoir choisir la meilleure data viz et qui se verra attribuer un grand prix de 1 000 €.
Et nous aurons aussi des prix supplémentaires pour les autres inspirations, enfin les autres datavises inspirantes. Voilà, je vous remercie. Merci aussi, comme d'habitude, du très bon travail, très bien résumé. Je suis très heureux que tu aies pu faire cette conclusion. Et cette petite parenthèse sur le Pacific Datavise Challenge que l'on organise en coordination avec le gouvernement. Donc merci encore une fois Wissy. Je voulais remercier chaleureusement évidemment nos intervenants qui ont répondu présents, que ce soit tôt ou tard, ils étaient là, bien en forme. Donc merci beaucoup à vous, c'était très généreux de votre part sur ce point, on apprécie énormément. Je vous remercie aussi à tous d'avoir pu participer à ce Talanoa, d'avoir pu être présents sur ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et j'espère évidemment qu'on vous reverra pour un prochain Talanoa et que vous puissiez revenir encore une fois. J'ai une dernière question à vous poser, qui est une question sur Slido. Donc, Sio, est-ce que tu peux la partager directement, s'il te plaît? Donc, plutôt que de vous dire au revoir, j'aimerais qu'on se dise à bientôt. Et donc, j'aimerais que vous vous disiez à bientôt dans votre langue maternelle. Tout simplement pour avoir aussi une vision de la diversité des langues qu'on a pu avoir sur ce webinaire, sur ce Talanoa. Moi, je viens d'une petite région en France qui s'appelle la Bretagne. Et chez moi, pour dire à bientôt, on dit Kenavo Avechal. Donc voilà, je vais mettre Kenavo Avechal. Merci de jouer le jeu pour voir un peu quelles sont les différentes langues qu'on peut avoir sur ce Talanoa. Merci à tous encore une fois. C'est génial, je vois des langues que je ne connais pas du tout, donc c'est chouette. Je pense qu'on aimerait tous les connaître. Si je devais choisir un super pouvoir, d'ailleurs, moi, ce serait de pouvoir parler toutes les langues du monde. Voilà, ça c'était la petite confidence de fin de réunion. On se dit donc tous à bientôt, et puis j'espère vous revoir au prochain Talanoa. On va vous envoyer évidemment une petite enquête de satisfaction. Si vous avez le temps d'y répondre, ce serait top, pour qu'on puisse nous aussi, de notre côté, s'améliorer. Je m'excuse malheureusement pour les quelques petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer. Je suis désolé à ce niveau, c'est parfois les aléas pardon, du direct. Je remercie évidemment aussi l'équipe technique côté IT qui nous a donné une grande aide en tout cas sur l'organisation de ce Talanoa, et évidemment l'équipe d'interprétation qui a fait un travail formidable parce que Dieu sait que c'est un métier pas évident. Donc merci beaucoup à vous, l'équipe interprétation également. Et je remercie évidemment mon équipe qui m'a soutenu sur l'organisation de cet événement. J'espère vous revoir une prochaine fois. Et puis en tout cas, d'ici là, pour ceux qui sont encore réveillés et qui doivent aller se coucher, bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit. Les autres, bonne journée, bon courage pour le travail. Il reste encore une bonne partie de la semaine. Et puis, si vous le voulez bien, on peut faire une petite photo de groupe, ce qui serait intéressant pour clôturer tout simplement ce Talanoa. Si vous pouviez tous allumer votre caméra, qu'on voit tous un peu vos têtes, que ne vous cachiez pas derrière votre écran. Et on va faire juste une petite photo de groupe tous ensemble, si c'est possible. Allez-y, n'hésitez pas à allumer vos caméras. Je vois qu'on avait encore du monde du Japon, c'est super. Ok, je vais faire une petite capture d'écran. Est-ce que Sio, tu peux arrêter le partage de ton écran? Comme ça, peut-être que je pourrais voir plus de têtes. Super. J'ai Wissy en gros plan. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même prendre cette photo. Tu es en mute, Wissy. Merci à tous en tout cas. Je fais mon capture d'écran et puis à très bientôt, je l'espère. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit et un de ces jours. Merci à tous en tout cas. Au revoir. À bientôt, pardon. Au revoir. Malo pizza, everyone. Tadok Tata Sio. See you, Adrian.